Bonjour à tous, bienvenue donc à cette première rencontre santé d'APF France Handicap, donc qui est organisée par le réseau thématique santé. Merci d'avoir répondu présent. On va commencer par quelques petites règles classiques. Merci de bien vouloir éteindre votre micro, c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure, parce que ça permet que l'on n'ait pas d'interférence et d'entendre ce qui se passe ailleurs. C'est pas toujours portes qui claquent, les enfants qui pleurent, etc. voilà, ou une voix qui vient de parler. Excellent. Excellent, excellent. Mais si, mon micro est coupé, je ne comprends pas. Alors, je pense que le micro n'est pas coupé pour tous, donc pensez à bien le faire. On le fera nous aussi, hein, on a la main dessus, donc on se permettra de le faire. C'est pas qu'on veut vous couper la parole, mais c'est vraiment pour le confort de l'écoute de chacun. Comme on est quand même un petit peu nombreux, on vous remercie de privilégier un maximum pour demander la parole ou pour échanger. D'abord, dans un premier temps, pour ceux pour qui c'est possible, de le traiter dans le chat. Vous savez, c'est le petit icône, voilà, avec la petite bulle sur laquelle vous cliquez, puis vous pouvez écrire dedans. On fera une synthèse de tout ça au moment des échanges, mais évidemment, il y aura aussi la possibilité de prendre la parole en direct. On n'est pas trop nombreux, donc on devrait, dans ce cas-là, n'hésitez pas à lever la main. Et puis, on va lancer un page avec 2 questions. Et pour ça, si vous avez votre smartphone à côté, prenez-le parce que nous allons avoir une petite séance interactive. Sophie, es-tu disponible pour présenter la séance interactive? Juste une seconde. Une seconde. Bon, je ne vous cache pas en attendant que nous avons un petit souci, c'est que nous n'avons pas de nouvelles de notre intervenant extérieur. Donc, après ce petit sondage, s'il n'est pas là, nous allons devoir trouver un plan B avec Agnès, mais vous inquiétez pas, on a tout ça sous la main, mais ce ne sera pas tout à fait ce que l'on avait prévu. En fait, voilà notre souci depuis le départ, c'est que notre intervenant extérieur ne nous a pas rejoints. Agnès, vous voulez dire un petit message? Oui, ben, j'essaye de le joindre à tout prix, mais apparemment, mon collègue m'informe que visiblement, il y a des gros problèmes de réception parce qu'il est en vacances et il nous avait donné du temps sur son temps de vacances. Et visiblement, là où il est, il y a un énorme problème de connexion. Donc, voilà, donc samedi, il était toujours d'accord. oui. Et mardi, malheureusement, voilà. Mais voilà, on ne peut pas prévoir quand on part sur des sites si on va pouvoir se connecter ou pas. C'est bien le problème. Ouais. C'était gentil pour ce qu'il avait fait sur les vacances. Donc, l'idée, c'est de commencer par un petit sondage avec 2 questions à travers donc cette application qui s'appelle menti.com. Et l'idée, c'est que si vous avez votre smartphone à côté, que vous puissiez vous connecter sur www.menti.com. Est-ce que c'est possible pour tout le monde ou pour tous ceux qui le souhaitent? Je suis là, Aude. Vas-y, je te laisse la suite. Donc voilà, vous allez dans le navigateur Internet sur votre téléphone et vous tapez www.menti.com. Et là, vous allez avoir la fenêtre comme vous avez sur le diaporama à l'écran qui va s'ouvrir et on vous invite à saisir le code 9936689. Et vous aurez accès. Aude, je vais partager l'écran, peut-être comme ça les questions apparaîtront à l'écran. Hop. Je comprends rien. Pour information, Sophie, on peut aussi installer l'application, ça peut être plus simple pour ceux qui le souhaitent. Bon, c'est plus simple sur le téléphone, mais... Ça marche très bien sur téléphone. Oui. Merci Alain. Merci Alain. Bon, moi j'ai installé l'application, ça marche très bien aussi. Ok, donc 2 petites questions. Voilà. Donc vous répondez aux questions, voilà, les résultats s'affichent en direct. Sophie, c'est Karen, est-ce que tu peux remettre le code s'il te plaît? Tu l'as tout en haut, regarde. Il est toujours en haut de l'écran. 99 36 68 9. Il est en haut de la diapo.
Et donc, on ne va pas donner les réponses tout de suite. Ce que l'on vous propose, c'est de remplir au fur et à mesure des interventions. Et donc, du coup, on pourra ensuite, à la fin des interventions, voir quelle est votre réponse. Sophie, je te propose de remettre dans le chat l'adresse mail et le code pour que chacun puisse remplir. Okay. Et du coup, d'enlever ton... J'enlève mon partage d'écran. Hein. Ouais. Donc, pour répondre à la question suivante, une fois que vous avez répondu à la première, ça vous invite à cliquer, je pense, sur suivant, question suivante. Et vous aurez la deuxième question à répondre. Je vais enlever mon Ok, partage. donc... Voilà. Du coup, on est désolé puisque le conseiller médical de France Asso Santé devait être là pour vous parler de la politique de vaccination. Donc, c'était un médecin et on trouvait que c'était très complémentaire à l'intervention que pouvait faire Agnès, qui se présentera par la suite. Malheureusement, on a un souci, il n'est pas là, on n'a pas de réponse, il est bloqué sur sa connexion. Donc, ce que je vous propose, du coup, c'est de reprendre un peu au pied levé la main. J'en suis vraiment désolée, mais pour qu'on puisse avancer, puisque nous avons qu'1 heure et demie et que nous terminons à 18 heures. Donc, je vais mettre le diaporama. Bon. J'arrive pas à le mettre non plus. Ah, mais c'est parce que tu n'as pas arrêté ton écran. Mais c'est pas le mien, celui-là, c'est le tien. Voilà, ça y est. En bas, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui. Je suis désolée, j'arrive pas à le mettre en diaporama. Bon, bref. Tout en bas, c'est parce que tu as un truc qui s'est mis dessus. Ouais, et j'arrive pas à l'enlever. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est de vous parler de la politique vaccinale avant de vous parler finalement des différents vaccins qui existent et ensuite des revendications qui ont été portées par APF France Handicap. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la politique de vaccination, elle a un objectif qui est double. Le premier, c'est de réduire les hospitalisations et les décès. Et le deuxième, c'est de maintenir les activités essentielles du pays, particulièrement celles du système de santé. Donc, vous noterez que dans les objectifs, on n'est pas sur la réduction de la transmission du virus. C'est très important parce que ça explique ensuite pourquoi il y a ce choix-là d'organisation de la politique vaccinale. Du coup, il y a des critères de priorisation des personnes qui peuvent être vaccinées au regard de ce double objectif. Le premier, c'est évidemment le risque de faire une forme grave de Covid-19. Et aujourd'hui, des données scientifiques que l'on a, c'est avant tout la question de l'âge. Et plus on a un âge, plus il y a des cas de mortalité liés à la forme de Covid-19. Et puis également, la question du risque d'exposition au virus, et notamment pour maintenir ces activités essentielles et particulièrement celles du système de santé. Cette stratégie vaccinale, elle doit aussi prendre deux choses en compte. D'abord, la pénurie de vaccins, puisque aujourd'hui, vous savez que nous n'avons pas suffisamment de vaccins pour pouvoir vacciner, si ce n'est la population, en tout cas ceux qui le souhaitent. Et puis également la question de l'organisation logistique de la mise en place de cette politique de vaccination, puisqu'on ne peut pas vacciner tout le monde d'un coup, mais que vous verrez en plus par la suite, c'est que ces vaccins ont des contraintes logistiques qui vont être différentes, qui fait que du coup, on va devoir aussi adapter la politique de vaccination à cette organisation logistique. Donc, c'est important de comprendre ça pour comprendre pourquoi après les choix politiques que vous connaissez ont été faits. Autre chose à vous dire, c'est que tout ne dépend pas de la France. Les autorisations de mise sur le marché de ces vaccins dépendent de l'Agence européenne du médicament, d'une part. Donc, tant que l'Agence européenne du médicament n'a pas donné
l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, de toutes les façons, la France ne peut pas mettre en œuvre cette politique de vaccination par tel et tel vaccin. Autre aspect, c'est que comme on est dans le cadre d'une pénurie, l'Europe s'est organisée pour faire des commandes groupées. Donc, du coup, on n'a pas non plus la main sur le nombre de vaccins que l'on a. Et on est très dépendant, alors à la fois de l'Europe, mais l'Europe nous a aussi permis de réserver un certain nombre de vaccins qu'on n'aurait peut-être pas eu si on l'a uniquement au nom du pays. Au niveau français, il y a plein d'instances différentes sur lesquelles je ne reviendrai pas parce qu'elles sont compliquées, mais du coup, ce n'est pas toujours facile à suivre, de savoir qui, notamment, intervient dans les médias, pourquoi, comment, etc. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et puis ensuite, sur les échelons de mise en œuvre, on voit également qu'on a plein d'interlocuteurs qui sont l'agence régionale de santé, les préfets, mais les mairies aussi organisent des choses, et puis parfois c'est les hôpitaux, et puis parfois c'est les établissements et services médico-sociaux. Donc on voit en plus qu'on a plein d'acteurs de mise en œuvre. Donc on a plein d'acteurs pour la décision et plein d'acteurs pour la mise en œuvre. Donc on va ensuite passer aux différents vaccins, mais là du coup on va revenir sur le premier PowerPoint qui était prévu. Et celui-là. Donc, Jean-Pierre Théry, malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles. Donc, je laisse la parole à Agnès et je la laisse se présenter. Bonjour, alors, moi, je suis Agnès Bourdon-Buzyn, je suis administratrice de France Asso Santé. Je fais partie du collège handicap et j'ai été mandatée par APF France Handicap pour représenter l'association au sein de France Asso Santé. Alors, les différents vaccins en cours. Donc, comme vous le savez, il existe différentes formes de vaccins. Aujourd'hui, nous disposons de 2 vaccins à ARN messager. Le vaccin de Pfizer Biotech, plus communément Comirnaty. C'est un vaccin qui a son AMM d'autorisation mise sur le marché pour les plus de 16 ans. Qui a, comme vous l'avez souvent entendu dire, un problème pour sa conservation, puisqu'il se conserve à moins 70 degrés et qu'une fois décongelé, peut se conserver entre 2 et 8 degrés jusqu'à 5 jours, et une fois reconstitué, que pendant 5 heures. Il faut savoir que c'est un produit huileux, donc c'est pour se conserver longtemps. Son conditionnement en flacon de 5 à 6 doses. Alors aujourd'hui, la polémique, c'est 7, mais 7, c'est impossible à sortir. Hein, donc, c'est 6 doses maximum. Son administration, il nécessite 2 injections à 28 jours d'intervalle maximum, choisies par le gouvernement. Et pour les personnes âgées de plus de 75 ans et en établissements médico-sociaux, c'est 21 jours. La recommandation de l'ANSEM qui a été portée à 42 jours n'a pas été retenue par le gouvernement français parce que non validée actuellement par le laboratoire Pfizer. Le vaccin Moderna est aussi un vaccin à ARN messager. Il a eu son autorisation de mise sur le marché qu'à partir de 18 ans parce que non testé pendant les phases 2 et 3 sur des personnes de moins de 18 ans. Sa conservation est plus simple parce qu'elle va dans un congélateur ordinaire entre moins 25 et moins 15 degrés pendant 7 mois. Une fois décongelé, le flacon, c'est pareil. Une fois qu'il n'a pas été ouvert et reconstitué, c'est 30 jours au réfrigérateur et entre 2 et 8 degrés. Et puis 12 heures entre 8 et 25 degrés une fois reconstitué. Donc ça, il est déjà plus facile parce qu'il a plus de latence une fois reconstitué. Il contient 10 doses, ce qui ne le rend pas facile pour la programmation. Il faut absolument qu'il y ait 10 personnes à suivre. Il nécessite aussi 2 injections et là, c'est 28 jours d'intervalle. L'AstraZeneca, là, on change de régime. C'est un autre type de vaccin. C'est un vaccin à virus recombinant. On prend un autre virus pour transporter une séquence d'ARN qui code la protéine virale Spike contre laquelle les anticorps vont pouvoir réagir et former une barrière et une défense immunitaire. Celui-ci, il est beaucoup plus simple. Il se conserve entre 2 et 8 degrés pendant 6 mois.
après ouverture, c'est 6 heures maximum à température ambiante, moins de 30 degrés. Alors, pour l'instant, on n'a pas le problème, mais l'été, il va y avoir aussi un problème pour la conservation pour tous ces vaccins une fois qu'ils vont être sortis des frigos. Et au maximum, 48 heures au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés, une fois reconstitué. Hein, c'est pareil, à chaque fois, il y a des problèmes de temps après la reconstitution. Le conditionnement, alors ça y est, on le sait, le conditionnement, c'est en 10 doses. Et c'est pareil, c'est 2 injections, mais là, on est à 12 semaines entre les 2 injections. La suite. Donc là, on avait ces 3 vaccins qui sont en cours actuellement. Et puis, on va passer aux vaccins qui vont arriver, qui vont venir. Oups. Alors, vous avez entendu parler ces derniers jours du vaccin Johnson, de Johnson & Johnson. Alors, il a un petit nom AD26CoV2S, mais je vous en dispense hein, parce que vous ne le verrez pas. C'est un vaccin à virus recombinant aussi. Son AMM est en cours à partir de 18 ans. Ça sera l'âge probable parce qu'il n'a pas été testé en dessous. L'avis de l'Europe arrivera le 11 mars et l'autorisation pour la France sera sûrement pour le fin mars parce qu'une fois qu'il y a l'autorisation européenne, comme vous a dit Aude, il y a après l'autorisation française. L'autorisation française, elle se fie aux recommandations de l'Europe, mais en plus, elle examine entièrement le dossier et elle fait ses propositions après que l'HAS ait étudié de son côté, que le conseil technique, le comité technique vaccinal ait aussi étudié et fait ses propositions. Ensuite, on coordonne les deux et c'est le gouvernement à la fin qui décide pour quelle tranche d'âge. Le Johnson & Johnson, pour le moment, de ce qu'on sait, il n'a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que ça va répondre probablement à la faille qu'on a aujourd'hui sur les vaccins pour les personnes entre 65 et 75 ans, où on ne dispose pas à l'heure actuelle de vaccins qui ont été autorisés pour cette tranche d'âge. C'est un vaccin à simple conservation, 4 à 8 degrés. Probablement, il sera aussi un vaccin à reconstituer. Ça sera des flacons de 10 doses. Et alors, l'avantage extrême de ce vaccin, c'est une seule injection. Il est pareil au niveau du... Alors oui, du coup, je ne vois pas tout mon truc, donc je ne vous ai pas tout dit, mais au niveau de l'immunité, il sera à peu près équivalent au vaccin AstraZeneca, 70% d'immunité à 14 jours. Et il marche à 85% pour les formes sévères. Alors, quand on dit ces deux types de réponses immunitaires, ça veut dire que 70%, c'est pour tout type de Covid et 85%, ça veut dire qu'on peut avoir une forme symptomatique de la Covid, mais c'est une forme plus légère et on ne fait plus de forme sévère, 5% des cas. Ensuite, le vaccin qui va arriver aussi, sera aussi un vaccin à ARN messager, c'est le CureVac, c'est les Allemands qui fabriquent. C'est un vaccin qui est prévu pour début avril pour son AMM européenne et qui ne sera pas en France avant le mois de mai. C'est pareil, c'est un vaccin qui a une stabilité testée avec différentes températures, de 5 degrés à moins 60 degrés, ce qui favoriserait quand même son déploiement sur tous les sites, contrairement aux vaccins qui ont besoin de rester dans les supercongélateurs. Ce qu'on sait aussi, c'est que le produit résiste jusqu'à 24 heures à une température ambiante avant utilisation une fois reconstitué, ce qui est déjà aussi très important. Il sera aussi en administration en 2 injections et à 28 jours d'intervalle. Et pour l'instant, on n'a pas les données concernant l'immunité. Le vaccin dont vous avez dû entendre parler, le Sputnik V, c'est le vaccin russe. C'est un vaccin, c'est le seul à être composé comme ça de 2 vecteurs différents contre le SARS-CoV-2. Et pour le moment, il n'a pas d'AMM en Europe et il n'a pas été déposé, le dossier de demande d'AMM européenne. C'est un vaccin, ce qu'on sait, c'est qu'il se conserve entre 2 et 8 degrés. On ne connaît pas son conditionnement. Et par contre, ce qu'on sait, c'est un conditionnement multiple. Hein, ce n'est pas des doses à la seringue, mais on ne sait pas combien il y en a dans un flacon.
Et son administration, elle est spécifique parce que la deuxième dose n'est pas la même chose que la première dose. La deuxième dose est administrée 21 jours après la première et elle comporte un autre vecteur adénoviral pour stimuler la réponse immunitaire induite par la première injection. De ce qu'on sait qui a été rendu public, c'est qu'il donnerait une immunité à 91%. Les autres vaccins en cours dans le monde dont on entend parler, Sinopharm et Sinovac, ce sont des vaccins développés sur la base d'un virus vivant atténué, comme nous, on a les vaccins pour la rougeole. Et de fait, ça confère une immunité très importante puisqu'elle est donnée autour de 95%, mais on n'a pas de dossier nous démontrant tout ce qui est dit autour de ces vaccins. Et un vaccin que je ne vous ai pas mis là, mais dont on commence à entendre parler ces jours-ci, c'est le fameux vaccin Sanofi-GSK. Ce sera un vaccin à protéines recombinantes. Là, c'est pareil, on prend la protéine Spike, c'est la fameuse protéine sur laquelle le vaccin, la Covid s'attaque. Et il sera aussi administré en IM avec une conservation entre 2 et 8 degrés, et là aussi avec une seule dose. Mais tout ça, c'est des hypothétiques parce qu'on n'est pas encore en phase 3. Ensuite, les revendications APF France Handicap. Alors, elles ont beaucoup évolué au fil du temps puisque la vaccination, elle est en cours depuis fin décembre pour la France. La première chose, c'est l'adaptation au handicap. On a vraiment dû être très en... Ah zut, je perds mes mots parce que j'arrête pas d'avoir des coups de fil. Je pense que c'est Jean-Pierre Thierry qui essaye de me joindre, je suis désolée. L'adaptation au handicap... Tu veux que je reprenne, Agnès, le temps que tu veux? Ouais, juste 2 minutes parce que je vais avoir la politesse de le rappeler. Merci Agnès. Désolée, vous avez tout en direct live. Oui, donc des revendications importantes sur l'adaptation au handicap de la politique de vaccination. D'abord parce que l'accessibilité aux lieux de vaccination n'a pas forcément été pensée. Qu'on a eu, nous, des retours de personnes qui nous expliquaient qu'il y avait des volets de marche, que ce n'était pas forcément possible. Et puis, évidemment, aux informations et aux documentations, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, on est plutôt, évidemment, sur les personnes à domicile. Le transport des personnes ne pouvant se rendre seules sur les lieux de vaccination. Donc ça, on vient de gagner. Ça y est, depuis le 21 février, nous avons une mesure, mais on vous en reparlera dans la diapositive suivante. Mais c'est également l'aide à la prise de rendez-vous. Il y a sur certains territoires des collectivités territoriales qui s'organisent, qui appellent les gens, qui leur demandent s'ils veulent prendre des rendez-vous, qui les accompagnent d'ailleurs également, mais ce n'est pas le cas partout. Et puis, ce que l'on a beaucoup aussi demandé, c'est la question de ce qu'on appelle l'aller vers. Et on précisera tout à l'heure avec la question des équipes mobiles de vaccination. On vous expliquera après un petit peu ce que c'est, avec la prise en compte des spécificités des handicaps. Donc, tout un premier champ vraiment sur la question de l'adaptation de tout ce qui se fait au handicap et qu'on ne se dise pas, on met déjà en place pour la population générale, on verra après pour le handicap. Alors, comme au tout départ, quand même, c'était les personnes de plus de 75 ans qui étaient visées, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses quand même qui ont été entendues plus facilement que si on avait été sur la population générale. Mais quand même, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir très régulièrement et qui ne font pas forcément sens. Et donc, du coup, on sait bien que finalement, dans les personnes, je ne parle pas des professionnels de santé, mais dans les... Ah, excusez-moi, merci de fermer votre micro. Que finalement aujourd'hui les personnes qui arrivent à avoir des rendez-vous, qui arrivent à se faire vacciner pour celles qui ont des comorbidités importantes, puisque vous savez que dans les personnes prioritaires, c'était avant tout celles ayant fait certaines vulnérabilités aux formes graves de Covid, mais pas toutes, ou pour les personnes âgées qui ont réussi à avoir des rendez-vous, très souvent ce sont des personnes qui sont soit déjà très autonomes, soit qui ont des accompagnements forts, et donc du coup tous les autres, aujourd'hui, n'ont pas spécifiquement accès à la vaccination. Donc, du coup, on est très attentif à ces questions-là pour que tout à chacun, du moment qu'il rentre dans les cibles prioritaires de vaccination, puisse y avoir accès comme tout le monde. Mais vous savez bien que c'est compliqué. Je pense que vous nous raconterez sur vos territoires les difficultés que vous rencontrez.
Le deuxième grand axe de revendication, c'est la question de la priorisation. Donc, c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Donc, on a obtenu, c'est pour ça que là, c'est plus dans la diapo, notamment que les personnes accueillies en masse et en femmes, donc en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé, puissent être parmi les personnes prioritaires. Mais du coup, on a un peu de mal à se faire entendre sur d'autres aspects. Notamment, nous, dans les demandes sur lesquelles on a du mal à être entendu, c'est la prise en compte des aidants proches, selon les mêmes critères que les aides à domicile de plus de 50 ans et ou avec comorbidité. Du fait de leur caractère essentiel, c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure, l'un des objectifs de la vaccinale, c'est aussi d'avoir le maintien de ces missions essentielles. Et donc, l'idée, c'était de s'appuyer là-dessus. Mais c'est assez difficile de se faire entendre sur le sujet. On vous répondra également que des enfants de parents jeunes, ils ont aussi un caractère essentiel pour leurs enfants. Voilà. L'autre chose également, c'est qu'avec l'arrivée de l'AstraZeneca, du coup, s'ouvrait la possibilité pour les personnes de moins de 65 ans, puisque c'est pour eux aujourd'hui que ça s'adresse, c'est un peu ce que vous a présenté Agnès tout à l'heure, la possibilité de commencer à se faire vacciner. Or, du coup, vous avez vu que le taux d'efficacité, il est quand même moindre que les vaccins ARN messagers. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, réservons les vaccins ARN messagers pour les plus de 75 ans, mais pour les personnes étant hautement vulnérables aux formes graves de la maladie, notamment dans les établissements et services médico-sociaux en priorité, puisque c'est là quand même qu'il y a des risques de transmission plus importants, permettons également qu'ils puissent accéder à ces vaccins à ARN messager et pas uniquement à l'AstraZeneca qui, lui, va avoir un taux d'efficacité un peu moins important. Voilà. Tu peux reprendre la main. Voilà, écoute, je crois que j'ai fini dessus. Tu m'as entendu Oui, j'entendais. Jean-Pierre nous a rejoint. Ah, super. Hein. Voilà. Un petit problème technique et voilà, de logistique. Du coup, ce que je voulais préciser aussi, c'est que donc ça a été entendu par le gouvernement, le fait qu'on privilégiait les personnes hautement vulnérables dans les ESMS avec du vaccin ARN messager. Et du coup, va être mis en place une double vaccination d'établissement avec des jours pour des vaccins AstraZeneca et des jours pour les vaccins ARN messagers pour surtout qu'il n'y ait pas d'erreur de vaccination entre les personnes qui auront reçu l'AstraZeneca et les personnes qui auront eu un ARN messager parce qu'on ne peut pas faire une vaccination avec deux vaccins différents. Jean-Pierre, je vous propose qu'on termine notre dernière… Tout à fait. Peut-être qu'après, on vous repassera la parole. Tout à fait. Merci. Donc aujourd'hui, comme vous avez peut-être entendu parler, on commence à aller vers une politique de l'aller vers, c'est-à-dire, comme vous disiez Aude dans la présentation, nous on a demandé à ce qu'on fasse le plus possible pour que les gens, on aille vers les gens et pas que ce soit les gens qui aillent vers le vaccin parce que côté logistique, c'est extrêmement compliqué pour certaines personnes en situation de handicap. Et du coup, on a milité dès le départ pour une prise en charge des transports vers les lieux de vaccination pour les personnes qui peuvent se déplacer, avec une prise en charge intégrale avec dispense d'avance de frais et pour aller au centre de vaccination le plus proche du domicile. Alors, ça a été acté le 21 février, donc ça, c'est une très bonne chose pour les transports. Maintenant, ça ne règle pas tous les problèmes parce qu'on a eu des remontées sur le fait que il y avait des journées où il y avait énormément de personnes en VSL ou en ambulance, d'ailleurs même des personnes en ambulance sur brancard, qui étaient des centres de vaccination, ce qui n'est absolument pas le but et la manœuvre de ce genre de choses. Et ensuite, une deuxième chose très importante, c'est la vaccination à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, comme je vous disais, et ou ayant des pathologies complexes, notamment celles prioritaires à la vaccination.
Et là, ce qui est en cours, c'est de repérer ces personnes. Et normalement, alors c'est aussi une entente avec le gouvernement, normalement, c'est un travail que les CCAS devraient faire conjointement avec les médecins traitants pour lister les personnes qui ont besoin de cette vaccination à domicile en se basant sur les listes connues, parce que c'est toujours pas évident de faire le point sur les personnes qui sont à domicile et qui en ont réellement besoin, sur les listes qui sont par rapport à la canicule, les personnes repérées par rapport à la canicule. Ensuite, le médecin traitant aussi ou les personnes qui sont en HAD pourront signaler les personnes qui ont besoin de cette vaccination à domicile pour ensuite construire les équipes mobiles de vaccination qui seront des équipes où, alors, elles sont déjà à l'essai dans certains départements où il y a des équipes mobiles avec médecins et infirmières qui ont repéré des personnes sur un même lieu, dans un même village ou dans un même quartier, qui ont besoin d'une vaccination à domicile ou qui peuvent se déplacer près d'un centre très très près de leur domicile. Avec la contrainte qu'on a pour ces équipes mobiles de vaccination, c'est, comme je vous l'ai présenté dans les vaccins, c'est le fait qu'il faut avoir 10 personnes quand c'est un vaccin AstraZeneca pour faire la vaccination dans un temps donné. Et pour le vaccin Pfizer, vous avez vu, c'est 6 heures seulement. Et en 6 heures, il faut vacciner les personnes. Avec la contrainte que pour chaque vaccination, il faut bien sûr questionner les personnes, faire leur état de santé, puis ensuite vacciner la personne et rester entre un quart d'heure à une demi-heure auprès de cette personne pour s'assurer que la personne ne fasse pas de complications liées à la vaccination. La complication première et la plus dangereuse étant le choc allergique. Donc, vous voyez que pour construire ces équipes mobiles de vaccination, c'est extrêmement complexe parce que ça nécessite aujourd'hui, compte tenu de la nouveauté de ces vaccins, une prise en charge importante et l'obligation du soignant qui va se rendre auprès de cette personne de rester au minimum une demi-heure au domicile. Donc, vous faites le calcul, une demi-heure, plus les temps de trajet. Il faut vraiment que les personnes soient concentrées sur un même secteur et très proche pour que l'équipe qui va faire les vaccinations puisse se déplacer très rapidement. L'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Excusez-nous si on met encore des initiales comme ça sans expliquer. Ensuite, pour les personnes, pour ces équipes mobiles de vaccination, elles vont aussi être amenées à se déplacer dans les ESMS, à la demande des ESMS, pour construire en partenariat selon le nombre de personnes à vacciner et selon le type de vaccin. Donc, comme on vous disait, il y aura des jours pour les personnes qui sont à ultra haut risque ou qui ont dépassé 75 ans et qui ont besoin d'un vaccin ARN messager. Et dans ce cas-là, l'équipe mobile, elle sera construite pour ça. Et puis ensuite, vous aurez une autre équipe mobile qui viendra avec un vaccin AstraZeneca pour le moment pour vacciner les autres personnes. Mais voilà, les buts de l'équipe mobile de vaccination, c'est faire de l'individuel, mais c'est aussi se lier au collectif. Voilà, alors le vaccin, c'est bien, mais il ne faut surtout pas oublier que le vaccin, aujourd'hui, on ne sait pas si ça protège de l'effet contaminant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes vacciné, vous êtes protégé des formes graves de Covid. Pour la plupart des vaccins, ça tendrait à montrer que vous êtes protégé, vous, du Covid, mais par contre, ou de là, comme on veut. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est si vous pouvez être transporteur, vous, du virus, même si vous êtes vacciné. Et de fait, il est hyper important de continuer à se protéger et à protéger les autres en se lavant les mains, en faisant attention quand on tousse, bien sûr, et surtout en gardant un masque et surtout en gardant les distances. Alors là, c'est noté 1 mètre, mais ça a été révisé, il faut au moins 1,50 m à 2 mètres si vous ne portez pas de masque et que vous restez en contact avec les gens plus d'un quart d'heure. Voilà. Merci beaucoup, Agnès. Donc, Jean-Pierre, on s'est permis de faire une première petite introduction sur
du coup, la politique vaccinale, quel était son objectif? C'est-à-dire réduire les formes graves et maintenir les missions essentielles. Ces contraintes dans le cadre de la pénurie et de l'organisation logistique des différents vaccins arrivants et de la complexité de la gouvernance entre les autorisations de mise sur le marché, entre l'Europe et toutes les instances françaises. Voilà, on a fait très court. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez peut-être un petit peu compléter par rapport à ce que vous aviez prévu dans votre propos. Déjà, je vous demande Vous m'entendez bien là? Très bien. Ok, donc déjà, je vous demande de me pardonner pour le retard. Donc, je vais être très bref. Je voulais juste, parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses, même si je l'ai pris en cours de route, je comprends qu'il y a déjà beaucoup d'informations à assimiler, avec des points déjà de discussion pertinents qui ont été abordés. Sur la vaccination d'une façon générale, j'attire juste l'attention sur le premier élément, sur ces vaccins donc anti-coronavirus. C'est qu'il y a encore quelques mois, on ne savait pas s'ils allaient être efficaces. Vous savez qu'ils ont été mis au point relativement vite à partir de plateformes de développement qui préexistaient depuis assez longtemps. Alors, il y a des vaccins classiques, il y a des vaccins dont on parle aujourd'hui à ARN messager qui ont été développés sur des plateformes qui, avec le même principe, n'étaient pas dédiées à la vaccination, mais dédiées à la fabrication de médicaments, notamment pour le cancer. Et très rapidement, parce qu'il y a eu cette maladie qui est arrivée, ils ont utilisé cette plateforme pour faire les vaccins avec le succès qu'on connaît. Et puis, il y a les vaccins à vecteurs viraux. Donc, pour l'instant, on parle en France, des 2 vaccins à ARN messager dont vous avez parlé, le BioNTech Pfizer et puis le Moderna. Et on parle d'un vaccin à vecteur viral qui est le AstraZeneca. Mais il y en aura d'autres. Hein. Il y a le Johnson & Johnson qui devra arriver. Il y a le Novavax, qui est un vaccin également plus classique. Alors, ce que je voulais dire, c'est quand on a eu les premiers résultats qui ont été publiés sur les vaccins ARN messagers, beaucoup de gens spécialisés de la vaccination et des maladies infectieuses sont tombés de la chaise à cause du niveau d'efficacité qui était démontré. Et en gros, on est face à une famille de vaccins extrêmement efficaces. En tout cas, avec le recul qu'on en a. Voilà, donc ça, c'est garder ça en tête. Alors, comme ils sont extrêmement efficaces, ils sont très souvent ce qu'on appelle réactogènes, c'est-à-dire qu'il y a des réactions au point d'injection avec un peu de douleur pendant 2 jours. Quelquefois, des gens peuvent avoir de la fièvre, un peu mal à la tête, des douleurs musculaires et des douleurs articulaires, surtout s'ils sont jeunes d'ailleurs, hein, plus s'ils sont jeunes que s'ils sont âgés. Et puis, sur les ARN messagers, vous avez parlé des effets secondaires spécifique des ARN messagers qu'est le choc anaphylactique qu'on ne devrait pas retrouver aussi fréquemment avec les autres vaccins qui ne sont pas ARN messagers pour des raisons de composition. Et puis, vous avez les vecteurs viraux. Je voudrais dire à ce stade par rapport à la discussion, c'est que les deux, on pense à juste titre que les vaccins ARN messagers sont très efficaces, on a raison de le dire, mais sur l'AstraZeneca et sur les autres, on commence à avoir ce qu'on appelle des données de vie réelle, notamment anglaises, qui montrent qu'il est aussi très efficace. Donc, il ne faut pas obligatoirement penser que les vaccins AstraZeneca ou ceux qui vont arriver après sur cette maladie sont largement moins efficaces. En fin de compte, ils sont presque aussi efficaces en vie réelle que les vaccins ARN messagers, même si on a un peu moins de recul. Mais enfin, vous savez qu'il y a des millions d'Anglais qui ont été déjà vaccinés avec l'AstraZeneca et les premiers résultats de l'observation en vie réelle sont sortis au début de la semaine. Vous savez, et de la semaine dernière pour les données israéliennes qui sont, elles, encore plus précoces. Donc, on est face à des familles de vaccins très efficaces avec quelques caractéristiques, notamment sur les espacements entre les doses, hein, puisque les ARN messagers, c'est 21 ou 28 jours d'après l'autorisation de mise sur le marché, même si on sait qu'avec le BioNTech, on pourrait aller jusqu'à 41 jours, et que les Anglais l'espace de 3 mois, et puis c'est 3 mois, voire plus, avec les ARN à vecteurs viraux. Bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, on a la chance d'avoir des vaccins très efficaces. Maintenant, c'est aussi la discussion. Il faudrait qu'on puisse être vacciné rapidement, évidemment. Et vous savez qu'il y a des enjeux, pas seulement logistiques, mais des enjeux de disponibilité des doses liés à la montée en charge de la production dans les différentes usines, hein. Il y a plusieurs usines hein, par vaccin, hein. Il y a différents composants, c'est des chaînes de fabrication relativement complexes, mais il y a eu énormément d'argent qui ont été mis en route avec des efforts considérables qui ont été faits. Donc on pense que d'ici
déjà, il y a pas mal de doses disponibles, mais évidemment que ça va s'accélérer et que bientôt, on sortira de cette période de pénurie relative qu'on connaît. Enfin, on l'espère avant la fin de l'année 2021 et si possible avant le deuxième semestre. Voilà, maintenant, excusez-moi, je suis là évidemment pour répondre à les questions si c'est nécessaire. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, avant de prendre les questions, on en a vu quelques-unes dans le chat. On va commencer. Je vous propose qu'on ait le résultat aux 2 questions qu'on vous a posées en tout début de séance. Sophie, si tu veux bien partager les résultats. Alors, souhaitez-vous vous faire vacciner contre la Covid-19? 12, oui. 5, je ne sais pas. Donc, c'est parfait. Aucun de principe dit non. Donc, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle et on va pouvoir en discuter. Et j'espère que sur les « je ne sais pas », on va pouvoir un petit peu répondre aux inquiétudes, aux questionnements que vous pourriez avoir autour de ça. Deuxième question. Donc, quel est pour vous le principal obstacle à l'accès à la vaccination contre la Covid-19? Donc, il y avait plusieurs réponses. Alors, premier niveau de réponse, je n'ai pas suffisamment d'informations, donc on espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir lever justement ces besoins en information, que vous pourrez aussi du coup les relayer sur vos territoires. Vous trouvez ça trop compliqué? Oui, tout à fait. Le centre de vaccination n'est pas accessible, donc certains ont eu également des difficultés. A priori, transports locaux, vous nous direz, ou mon médecin traitant ou spécialiste ne me le recommande pas. Alors là, je suis aussi très preneur de vos questions et je pense que Jean-Pierre pourra peut-être vous accompagner par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'on peut enlever? Voilà, super. Donc, j'ai vu déjà une main levée, mais Alain, peut-être que je vais commencer déjà par prendre les questions qu'il y avait dans le chat et puis après, Alain, je te donne la parole. Donc, il y a une première question un peu plus large finalement sur la question de température. Agnès, tout à l'heure, tu disais que certains vaccins auraient des difficultés l'été à se maintenir et être stable, mais du coup, ça a fait penser à une autre question, c'est est-ce que le virus lui-même résiste à la chaleur? Est-ce que Jean-Pierre veut répondre ou Agnès? Oui, malheureusement, il résiste bien à la chaleur. Bien. Oui. Ouais, malheureusement. Ouais. Parce qu'on a vu que dans des pays subtropicaux, l'Afrique du Sud ou au Brésil. Le Brésil. Donc effectivement, il aime bien même, il peut aimer bien la chaleur et l'humidité par exemple. Mais il aime bien le froid aussi. Hein. Oui, en fait, il s'adapte à tout, ce virus, manifestement. Avec quand même un aspect saisonnier qui est décrit, qu'on décrit sous nos latitudes, c'est-à-dire que les vaccins respiratoires, d'une façon générale, évidemment, contaminent beaucoup plus les 3 mois d'hiver. C'est pour ça qu'on dit on se vaccine contre la grippe en novembre, enfin à partir de novembre, parce que les pics grippales avec les formes graves qu'on voit chez les gens à risque, c'est janvier, février, mars. Un peu comme... et celui-là, c'est un peu le même comportement. D'accord, très bien, merci. Question, Agnès, ça je pense que tu vas pouvoir répondre, c'est la question des personnes prioritaires pour le vaccin au regard de leur vulnérabilité aux formes graves de Covid. On a vu plusieurs listes. Oui. Personnes vulnérables aux formes graves de Covid et on a un petit peu du mal à s'y retrouver entre pourquoi certaines sont prioritaires pour le vaccin, pourquoi les autres ne le sont pas. C'est quoi cette histoire? Alors, il y a deux choses. Il y a eu la première phase, la phase 1, qui est la phase qui a fait que le vaccin n'était accessible qu'aux personnes en EHPAD. Donc ça, c'était les personnes prioritaires de premier grade. Et puis, on a associé à ces personnes prioritaires, tu m'arrêteras Jean-Pierre si je me trompe, on a associé à ces premières phases les personnes ultra prioritaires, la liste Fisher. Parce que on sait, quand on étudie sur le temps depuis l'arrivée du vaccin, donc l'arrivée du Covid sur nos latitudes, donc on va prendre février l'année dernière, donc on a 1 an de recul sur ce qui s'est passé. On a pu, en observant les hospitalisations, non seulement en France, mais sur le monde, ce qui se passe, les hospitalisations, en déduire quelles étaient les pathologies qui amènent les gens en réanimation. Donc, il y a certaines pathologies qui se répètent, qu'on retrouve beaucoup plus que d'autres en réanimation, et
on fait ça par rapport au nombre de gens qui ont ces pathologies, hein. Bien évidemment, on ne va pas dire, par exemple, c'est vraiment pour vous situer les choses, s'il y a dans la liste Fisher, par exemple, il y a les personnes atteintes de trisomie 21. Pourquoi? Parce que au regard du nombre de personnes atteintes de trisomie 21, il y en a beaucoup plus que des personnes non atteintes qui font des séjours en réanimation ou qui décèdent de la Covid. 7 fois plus. Hein? 7 fois plus. Oui, voilà. Donc, évidemment que c'est des gens qui sont prioritaires à un vaccin. Et en fait, la gradation de priorité, elle s'est faite comme ça. Elle s'est faite par rapport aux gens qui ont séjourné en réanimation, sont décédés de certaines pathologies, au regard du nombre de personnes atteintes de ces pathologies. Et la barre qu'on se fixe, c'est par rapport aux personnes de 75 ans, parce que c'est là aussi qu'on a le taux de personnes qui décèdent le plus. Donc, les critères ont été faits comme ça. Alors, c'est sûr qu'après, on a vu qu'il y a d'autres pathologies qui emmènent les gens en hospitalisation, en réanimation, voire décès, comme l'hypertension, l'obésité, le diabète, voilà, d'autres pathologies. Mais au regard du nombre de décès, ils sont moins importants, et d'hospitalisation en réanimation, ils sont moins importants que les autres pathologies situées en ultra prioritaire qui amènent en réanimation et qui amènent à avoir des décès autant que les personnes de plus de 75 ans, voire plus. Donc voilà comment on définit les ultra prioritaires. Donc c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Aujourd'hui, les personnes ultra prioritaires, elles le sont pour le vaccin ARN messager. Donc il faut avoir soit plus de 75 ans, soit être dans ces formes de pathologies qui sont sur la liste Fisher, qui a été un petit peu élargie, puisqu'on y a rajouté la trisomie 21, la mucoviscidose et une autre pathologie, Jean-Pierre, je ne sais plus. Enfin, des pathologies qu'on ne connaît pas trop. Voilà. Et puis, ensuite, il y a le vaccin AstraZeneca, qui ne que pour les personnes de moins de 65 ans et de plus de 50 ans, qui ont des comorbidités. Aujourd'hui, on en est là dans ces phases. Les comorbidités, c'est donc toutes ces pathologies qu'on retrouve dans des formes assez sévères de la maladie, graves ou qui conduisent au décès. Donc, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Donc là, c'est des gens qui vont pouvoir rentrer dans la phase aujourd'hui du vaccin AstraZeneca. Je ne sais pas si j'ai assez répondu, si ça... Ouais, du coup, c'est clair, donner des exemples. Mais peut-être dire que, en fait, ces listes-là, elles ont répondu à des objectifs différents également. Oui. Hein. La première liste, c'était une liste plutôt potentielle, on ne connaissait pas encore le virus, et c'était notamment pour accompagner le retrait des salariés en poste au tout début. Et donc, du coup, ces listes, elles ont évolué aussi en fonction des objectifs. Et l'objectif de protéger des salariés pour qu'ils n'aillent pas travailler, pour qu'ils n'attrapent pas le Covid-19 en avril ou en mai quand on a repris, c'est pas la même chose que du coup la priorité pour les vaccins, c'est ce que vous dites. Ah non, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans et c'est pour ça qu'il y a plusieurs listes et qu'on ne comprend pas du coup quelle liste sert à quoi en fait. Jean-Pierre, vous voulez compléter sur cette question-là, la priorisation? Oui, la liste ultra prioritaire, dite liste Fisher, elle est là pour tenir compte d'une situation de pénurie, donc de priorité dans les allocations en fait. Donc c'est une sous-partie de la population à risque de faire des formes sévères ou graves, comme ça a été décrit. Donc je voudrais juste rajouter que le facteur de très loin le plus important, c'est l'âge. Ah, il n'y a pas photo, ouais. Voilà. Donc néanmoins, donc c'est pour ça que vous avez par exemple, des gens très jeunes, la probabilité de décès chez quelqu'un de très jeune lié au Covid est à peu près nulle, en fait. Et puis, elle augmente à partir de 50 ans, mais surtout de 65 ans. Donc, vous avez la majorité, si on raisonne en décès, la majorité des gens, pour ça, ont plus de 75 ans. Mais vraiment, la grande majorité, mettons 80%. Alors, vous voyez souvent un débat un peu bizarre qui est arrivé sur les années de vie perdues. Et ça, c'est des données qui ne sont pas tellement partagées. En réalité, vous savez que la mortalité liée au Covid en 2020, c'est 10% de la mortalité toute cause en France. C'est-à-dire qu'une personne sur 10 est morte du Covid, en fait. Enfin,
où le Covid a été un facteur important parce que c'était des gens à très grand âge ou qui avaient des facteurs importants de comorbidité. Maintenant, si on est vers les moins de 65 ans ou même entre moins de 75 ans, les gens qui décèdent du Covid, en réalité, perdent beaucoup d'années de vie. C'est ceux qu'on va retrouver, par exemple, dans les moins de 75 ans en réanimation. En moyenne, d'après une étude américaine, ils perdent en moyenne 11 années de vie. Donc, c'est pour ça qu'on les a rendus prioritaires aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup de décès et d'années de vie à gagner si on vaccine très vite les gens qui présentent des risques importants. Et aussi, vous savez, même, évidemment, on meurt beaucoup moins quand on est jeune, heureusement, mais même l'année dernière, même dans à peu près n'importe quelle classe d'âge, la mortalité du Covid, c'était aussi 10%. Ah oui. Voilà. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet et après, Alain, je te donnerai la parole, mais il y a beaucoup de choses sur la question à la fois des contre-indications à la vaccination. Est-ce que si je suis allergique ou est-ce que si je prends des anticoagulants, je peux me faire vacciner? Donc, c'est ce que... Et puis, sur les effets indésirables des vaccins, quels sont-ils? Alors, Jean-Pierre, vous aviez commencé un petit peu à en parler et quelqu'un nous donnait l'exemple de la grippe où il avait été vacciné et en fait, il a quand même fait la grippe. Donc, du coup, il se demandait aussi l'intérêt, les effets secondaires, etc. Est-ce que vous pourriez nous refaire un point à la fois sur les contre-indications à la vaccination et à la fois sur les effets secondaires à la vaccination, sachant qu'on a vu qu'il y avait plusieurs vaccins, donc forcément, plusieurs types de réponses. Et la myélite, ça pourrait provoquer une myélite aussi dans les commentaires. Alors, d'abord, je démarre sur la comparaison avec la grippe. Le vaccin antigrippal n'est pas un vaccin qui a une efficacité comparable au vaccin contre le coronavirus. En fait, c'est un vaccin qui a une efficacité moyenne, souvent vous verrez, qui est dit de 50%. C'est-à-dire une personne sur deux vaccinée sera protégée d'une grippe. Et en fin de compte, si on prend la population d'EHPAD, c'est plutôt 20 à 30%. C'est pour ça que dans certains pays, on trouve plus utile de vacciner les jeunes que les... Enfin, c'est aussi prioritaire de vacciner les jeunes et les adolescents que de vacciner les personnes très âgées. D'accord? Parce que le vecteur principal du virus de la grippe, c'est plutôt les jeunes. Et ceux qui en décèdent, c'est les très vieux, ceux qui ont des facteurs de risque. Donc, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, on vaccine les enfants. Et on vaccine surtout les adolescents. Et puis, je rajouterai aussi, dans plein de pays, mais c'est une lutte, c'est compliqué, on vaccine les soignants. Parce qu'on pense que c'est plus efficace de vacciner les soignants dans un EHPAD que de vacciner les personnes âgées, même s'il faut le faire. Parce que 30% d'efficacité chez les résidents d'EHPAD, c'est déjà bon à prendre. Mais le vaccin sera plus efficace chez les plus jeunes. Donc ça, c'est pour le vaccin antigrippal. Alors, comme il n'est pas très efficace, il ne donne pas de réaction quasiment. Il est très, très bien toléré. Alors maintenant, pour les vaccins contre le coronavirus, on savait depuis les études cliniques, et c'était démontré, que quand même beaucoup de gens feront des effets secondaires attendus. Alors un effet secondaire, c'est quelque chose de normal, parce que ça ne doit pas être trop important et ça doit durer dans le temps et ça ne doit pas laisser de séquelles. Donc les effets secondaires, c'est quand même plus d'une personne sur 3, ou quelquefois plus d'une personne sur 2, voire presque tout le monde. Ça va commencer par les douleurs au point d'injection, comme j'ai dit tout à l'heure, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre et de la fatigue dans pas mal de gens en fin de compte. Et donc, quelquefois, dans un des bras des essais cliniques, d'ailleurs, ce que vous allez revoir, ce qui a été communiqué pour l'AstraZeneca, c'est qu'il y avait un bras où on prescrivait du Doliprane au moment où on faisait la vaccination, par exemple. Et on dit, je prends du Doliprane pendant 2-3 jours, parce que ça diminue un peu les symptômes. Voilà. Et ces symptômes attendus, ces effets secondaires, ils sont plus importants chez les gens jeunes. Je voudrais rajouter une chose, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est la HAS a recommandé de faire qu'une seule dose chez les gens qui avaient déjà eu le Covid. On n'en a pas parlé. En laissant passer 3 mois minimum, parce qu'on s'est aperçu d'abord qu'en faisant une seule dose, quand on dosait les anticorps dans le sang circulant, ils en avaient plus que chez les gens qui avaient fait 2 doses, qui n'avaient pas fait le Covid avant. Ils avaient 10 fois plus d'anticorps circulants. Donc, une seule dose avait le rôle d'un rappel, en fait. Activateur. Et ensuite, on a vu que les effets secondaires qu'ils avaient avec la première dose, ceux qui avaient eu le Covid au moins 3 mois avant, étaient aussi fortes que les effets secondaires de la deuxième dose. Donc aussi, il faut s'attendre aussi quelquefois chez certaines personnes, la deuxième dose d'un vaccin ARN messager ou d'un AstraZeneca, il y aura plus d'effets secondaires que pour la première. Ça veut dire que le vaccin marche bien.
Et les contre-indications à la vaccination, alors, est-ce qu'on Alors, a des anticoagulants, il ne faut pas? Est-ce qu'on a, quand on a un terrain allergique, il vaut mieux pas? Enfin voilà, toutes ces questions-là, je pense que ça reviendra sur ceux, mon médecin traitant ne me le conseille pas. tout à fait. Alors, ces vaccins-là, on les fait on les fait en intramusculaire dans le deltoïde, hein, dans l'épaule. On le fait parce que les cellules musculaires, elles ne se reproduisent pas. Donc, si vous avez des craintes de mutations génétiques ou autres qui n'existent pas trop, qui n'existent pas du tout, il y a vraiment encore moins de risques dans les fibres musculaires. C'est pour ça qu'on le fait dans les fibres musculaires profondes et absolument pas en sous-cutané. Donc, pour répondre, alors, chez les gens qui prennent des anticoagulants, on en parle avant le médecin, ce n'est pas une contre-indication absolue. Mais simplement, on va éviter, il y a un risque de faire un hématome chez des gens qui sont vraiment très anticoagulés. D'accord. Mais il faut parler au médecin, ça veut dire adapter les doses d'anticoagulants, etc. Le risque est connu, donc on fera très attention. Mais vous savez, souvent au moment de l'injection, l'infirmière, elle va tirer sur le piston pour être sûre qu'elle n'est pas dans un vaisseau, par exemple. Et sur l'allergie? Alors, sur l'allergie, c'est d'abord, par exemple, il y a des allergies avec tous les vaccins, c'est extrêmement rare. Dans le vaccin antigrippal, on dit que c'est 1 pour 1 million. On verra après les conséquences. Pour les vaccins ARN messagers, c'est plus fréquent parce que dans les vaccins ARN messagers, pour que l'ARN rentre dans les cellules, on l'entoure d'une couche lipidique et on met un produit qui s'appelle le polyéthylène-glycol, le PEG. Et il y a des gens qui sont allergiques à ce produit-là, au PEG, parce que le PEG, on le retrouve dans certains médicaments puis dans des cosmétiques. Donc, quand il y a eu les premiers essais cliniques, on a vu que des gens qui étaient sur des terrains très, très, très allergiques, je vais y revenir, ils faisaient ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire une grosse réaction allergique, et donc avec une baisse de tension, etc. Personne n'est mort. Hein. Donc, vous savez que le traitement de ces chocs anaphylactiques, c'est l'épipène, c'est-à-dire c'est un stylo autodoseur d'adrénaline qu'on met tout de suite, et ça va mieux. Bon, les gens, par exemple, les gens qui ont les gamins allergiques se baladent avec ça, ils ont obligatoirement un épipène au collège ou à l'école dans leur trousse avec l'accompagnement qui va bien et ils se baladent éventuellement avec. Bon, voilà, donc les médecins, tout le monde, tous les gens qui vaccinent avec les ARN messagers savent alors que ce risque, il est un peu plus fréquent qu'avec le vaccin antigrippal à cause du PEG. Au départ, il était estimé à 1 pour 200 000, mais c'est plutôt 1 pour 300 000, 350 000 vaccinations. Donc, une contre-indication, ça peut être quelqu'un qui est allergique à tous les vaccins, qui a un terrain vraiment très, très allergique. Traité pour, bon. Donc là, on va peut-être attendre plutôt l'AstraZeneca ou un vaccin qui n'a pas de PEG. D'accord. Donc, il y a toujours une solution pour cela. C'est un vaccin qui est moins allergisant. Enfin, allergisant, encore une fois, il faut vraiment un terrain. Hein. Pour la plupart des gens, il n'y aura aucune conséquence. Voilà pour les contre-indications. Il y a d'autres contre-indications au vaccin, c'est les problèmes de troubles immunitaires, mais c'est relativement rare en fait. Hein. Mais c'est des gens qui sont soit des maladies hématologiques embêtantes ou qui sont sous immunosuppresseurs, par exemple pour un cancer. Alors, on va éviter de faire un vaccin. Et il y a quelques vaccins qui sont vraiment contre-indiqués dans ces cas-là, c'est ceux qui utilisent des vecteurs viraux, ou plutôt les vaccins viraux, des virus atténués. Mais alors, on n'en a pas en Europe, hein, il y a un vaccin chinois, un vaccin russe, avec un virus atténué, donc on va éviter. Je ne sais pas vous dire exactement quelle est la proportion de gens pour qui c'est une contre-indication, mais il y a beaucoup d'allergiques dans la population, donc il faut en parler avec le médecin parce que la contre-indication, y compris pour les ARN messagers, c'est vraiment un terrain allergique vraiment fort. Sévère. Sévère, et avec des antécédents d'allergie au vaccin, par exemple. Dans certains vaccins aux œufs, parce que beaucoup de vaccins sont fabriqués avec des œufs, vous voyez, donc il peut y avoir des résidus. Donc là, avec beaucoup de vaccins, ils ne sont plus du tout faits sur les œufs, les vaccins modernes, ils sont faits par synthèse biologique. Ça pourrait être le Novavax ou d'autres, ou même les vaccins génétiques ne sont pas faits avec des œufs, donc il y a moins de risques. Finalement, cette multitude de vaccins et cette course au vaccin fait que chacun va peut-être pouvoir trouver le vaccin qui est le plus adapté à sa situation de santé, finalement. C'est ça. Oui, on a le choix. En tout cas, pour le PEG, pour l'allergie du PEG, c'est vraiment les vaccins ARN messagers. S'il y a un terrain très allergique, il faut le dire au médecin. À ceci près, Aude, qu'on n'a pas forcément le choix du vaccin, hein, malheureusement.
Pas encore, non. Je suis un petit peu étonné. Il y a un petit-fils qui est asthmatique, qu'on ne cite pas l'asthme également parmi les… Moi, j'avais 3 petites questions où on peut répondre par oui ou par non. Jean-Pierre, Pfizer, je disais dans le chat, il semblerait que les conditions de conservation aient un peu évolué, c'est-à-dire que ce soit plus du -60, ce qui va peut-être faciliter un peu la logistique. La question technique, est-ce que le Janssen a les mêmes inconvénients que l'AstraZeneca? Et puis la 3e question, si quelqu'un, Agnès par exemple, a une boule de cristal, les gens de ma tranche d'âge, donc la question est très personnelle, 60-75, c'est pour quand? Bientôt. Bientôt. Avec le Janssen. Ceux qui sont entre les deux, là, ouais. D'accord. Non, mais la tranche 65-75, à partir du moment où on ne sera plus en pénurie avec les ARN messagers, elle pourra rentrer dans les ARN messagers. Déjà, ça, c'est une chose. Et ensuite, normalement, le vaccin Janssen devrait, si on n'a pas tout encore, mais a priori de ce qu'on a, devrait permettre cette vaccination. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, Mais il est moins efficace. il n'est pas moins efficace. Enfin, Jean-Pierre, tu le diras mieux que moi, mais sur l'efficacité, c'est à partir d'essais cliniques maintenant, encore une fois, il faudra regarder ce qu'on appelle les données de vie la réelle. population. Ouais. C'est ce qu'on voit actuellement avec l'étude. On a de la chance, par exemple, avec Pfizer pour Israël. On commence à avoir des données qui, pour nous, sont super intéressantes, qui sont en cours d'analyse, mais qui arrivent peu à peu, qui tendraient à démontrer que non seulement le vaccin protège, mais en plus, il évite la contamination entre individus. Pour l'instant, c'est l'hypothèse de travail qui est en train de se développer. Donc, on attend d'avoir un peu plus de données et de recul pour pouvoir avoir toutes ces analyses. D'autant qu'ils ont aussi testé le vaccin sur des personnes plus âgées. Donc, on va avoir beaucoup plus de données qu'on n'a pas actuellement. Alors, pareil en Angleterre pour le Oxford AstraZeneca, hein, c'est ça que je voulais vous dire, parce que les données sont sorties, ont commencé à sortir lundi, et en fin de compte, il y a peut-être moins d'écart qu'on le pense entre l'ARN messager et l'Oxford AstraZeneca. Il est donné à 81% dans les études qui viennent d'arriver, entre 80 et 87%. Donc, et moi, j'ai lu que si on allongeait le temps entre la première et la deuxième injection sur l'AstraZeneca, on augmentait aussi cette réponse immunitaire. Est-ce que c'est des choses que vous avez lues? Alors, le problème d'AstraZeneca, c'est qu'il y a eu une erreur. Il y a une erreur dans la méthodologie d'évaluation clinique un peu curieuse, et que les données étaient peut-être moins convaincantes que pour les 2 ARN messagers. Alors maintenant, sur l'espacement des doses, disons que le comité technique vaccination anglais est très très puissant et très reconnu au niveau international. Donc ce sera très intéressant de savoir ce qu'il en ressort, parce que vous savez aussi qu'ils ont espacé les ARN messagers de 3 mois chez eux, pour avoir le maximum de gens vaccinés avec une première dose, et qu'ils ont commencé à sortir l'efficacité de la première dose. Donc ça dépend, c'est une approche de santé publique où on se dit on a intérêt à vacciner beaucoup de gens le plus rapidement possible avec une dose, quitte à espacer la deuxième dose. Maintenant, il faut attendre les retours. Ouais, donc les données virales sont… J'ai juste une question, effectivement. AstraZeneca, ils viennent de valider, ils vont essayer de faire valider par l'EMA la conservation à -20 degrés 3 semaines de mémoire. Et puis derrière, vous avez la Commission européenne a commandé 400 millions de doses d'un ARN messager à une société qui s'appelle CureVac, qui a des capacités de conservation dans des réfrigérateurs classiques. Oui, donc celui-là, il devrait arriver à partir de juin ou juillet. Juste une dernière chose, on n'a pas du tout parlé des variants. Et comme dans 3 semaines, on sera à 100% dans l'anglais ou le sud-africain. Ça fonctionne. Ça fonctionne, tout fonctionne. Alors, l'élément rassurant, c'est que sur le variant britannique,
Apparemment, il y a une efficacité conservée sur le variant sud-africain et brésilien. Il y a éventuellement une efficacité un peu diminuée, mais ce qui agite la communauté, c'est une mutation à l'intérieur de ces variants qui s'appelle la E484K, qui a été décrite à Manaus et qui fait que malgré une immunité collective acquise lors du premier passage du vaccin en 2020, en janvier 2021, une grande partie des habitants de Manaus ont fait un deuxième Covid. Et donc, c'est pour ça que les gens qui fabriquent des vaccins regardent aujourd'hui à adapter leurs vaccins à la couverture vaccinale, à la prévention des maladies qui seraient causées par le variant qui a la mutation 484K. Qui pour l'instant, ce n'est pas celui-là dont on parle aujourd'hui quand on parle du variant britannique en France, par exemple. Mais voilà, ce n'est pas un élément très rassurant. Alors, ça voudrait dire que dans cette optique-là, enfin on serait amené à se revacciner avec un vaccin qui a une couverture vaccinale qui prend en compte cette mutation du variant. On a toujours des questions aussi. Tout à l'heure, vous aviez abordé la question de personnes ayant déjà fait le Covid et du coup, du fait qu'ils aient besoin que d'une seule injection. Mais si on ne sait pas qu'on l'a eu le Covid, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de problème à faire 2 injections. Voilà. Bon, c'est une vraie question. Alors, la réponse. C'est débattu parce que être sûr d'avoir fait le Covid, vous savez, il y a d'autres virus respiratoires. Il n'y a pas eu que le Covid. Hein, oui. donc, il y a d'autres virus qui circulent. Donc, soit on est sûr d'avoir fait le Covid médicalement, c'est-à-dire il y a eu un test PCR. D'autres façons de le savoir, c'est quelqu'un a eu un test PCR et vous avez présenté tous les symptômes, enfin vous ou quelqu'un d'autre a présenté tous les symptômes, y compris la perte de goût et d'odorat, qu'on retrouve moins avec le variant d'ailleurs, au passage. Donc là, vous dites, bon, on va être à peu près sûr que c'est un Covid, quoi. Et puis, il y a des gens qui disent, non, en fin de compte, on ferait bien de tester sérologiquement pour savoir qui a fait le Covid, parce qu'on épargnerait des doses et on pourrait vacciner plus de monde plus rapidement. C'est more expensive. Alors, là, on vous demande de sortir un petit peu votre boule de cristal. Là, c'est est-ce qu'il y a d'autres variants qui peuvent émerger? Et donc, du coup, de l'efficacité de cette politique de vaccination, s'il y a d'autres variants qui émergent. Et l'autre question, c'est en septembre, si on n'est toujours pas vacciné, est-ce qu'on aura moins de risques parce que finalement, le virus circulera moins puisqu'il y aura moins de personnes malades? Du fait Est-ce qu'il peut y avoir d'autres variants? Oui, il peut y avoir des variants plus méchants, comme celui que je viens de... Enfin, il y a des variants qui signent ce qu'on appelle un échappement vaccinal. Alors, c'est ce qu'on connaît avec la grippe tous les ans, avec une souche de la grippe qui s'appelle H3N2. Elle mute tellement, c'est pour ça que le vaccin n'est pas très, très bon d'ailleurs. Il y a un échappement tous les ans. Ça veut dire aussi que dans un vaccin, en fait, on est protégé contre plusieurs souches. Donc, c'est des vaccins multivalents. C'est ce qu'on risque d'avoir pour le coronavirus. Donc, vous pouvez avoir des mutations d'échappement. Alors, ça, c'est le plus emmerdant, si je puis dire. Et puis, vous avez des mutations qui arrivent aussi avec tous les virus, c'est qu'ils restent contagieux, mais beaucoup moins dangereux. Et l'épidémie, elle devient endémique et tolérable, si je puis dire. Même si elle peut emporter des gens très, très âgés, c'est un peu comme la grippe. Vous savez que la grippe, 30% des gens font la grippe tous les ans sans symptômes, en fait. Ok. Et donc, est-ce qu'on aura moins de risques? Il y a plus de personnes vaccinées? Est-ce qu'on aura moins de risques? Oui, le risque, il va diminuer parce que le R va diminuer, mais il restera. Et vous savez qu'en plus, ce qui est un peu embêtant, c'est que, bon, alors c'est la discussion que vous avez déjà eue, c'est est-ce que le vaccin diminue le risque de contamination? Apparemment, il le diminue, mais on ne sait pas s'il est de 100%. Donc, si vous avez toute une population vaccinée, mais une partie qui reste asymptomatique avec très peu de virus en circulation, c'est embêtant si une partie de la population n'est pas vaccinée. Donc, il faudra continuer à faire attention. C'est pour ça, par exemple, que Fauci a dit hier qu'on gardera des masques en 2022 aux États-Unis. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Oui et non, oui et non. Il y aura moins de grippe, il y aura moins de maladies respiratoires. Et puis après, ça sera plus... on sait que les masques, quand il y a une bonne partie de la population qui est vaccinée, les masques sont très intéressants dans les lieux clos. Et donc, c'est là que la politique du masque, j'appelle ça comme ça, va s'orienter. C'est-à-dire j'ai oublié.
vraiment une grosse diminution du taux de contamination. Il y aura un petit relâchement sur l'espace aéré, mais par contre, dans les lieux publics clos, on va garder pendant encore assez longtemps le masque parce qu'on sait que le masque, et contrairement à toutes les polémiques complotistes ou pas qui dévalent sur la toile, le masque dans les lieux clos est la meilleure façon de se protéger. Et puis on peut J'ai oublié de vous donner un élément. Ouais. Allez-y. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait imaginer également que pour d'autres pics épidémiques type grippe, type gastro, qui circulent à certains moments sur certains territoires, on puisse avoir des recommandations ou des injonctions à porter le masque dans des lieux clos, dans les transports en commun, etc. Non? Ah oui, voilà. Ce que je voulais rajouter, tout à fait, je voulais rajouter un autre élément. C'est la notion d'immunité collective. Il n'y a pas d'immunité collective sans vaccination. D'accord? Donc la vaccination, c'est une façon de créer de l'immunité collective. Si le vaccin est extrêmement efficace et que tout le monde l'a, on peut même faire disparaître des maladies. C'est arrivé avec la variole et c'est arrivé avec la polio, sauf 2 ou 3 pays dans le monde où c'est un peu résiduel. Ça prend des dizaines d'années, mais on peut y arriver. Entre les deux, vous avez les virus qui circulent, mais le risque est extrêmement faible parce que vous êtes au-dessus du seuil de l'immunité collective. Et l'immunité collective, en pourcentage de la population, c'est corrélé à la contagiosité du virus. Et en gros, c'est une formule. Si j'ai un R, par exemple, comme la rougeole, qui doit être de 8-9, il faut que je vaccine 95% de la population, minimum. C'est pour ça qu'on a rendu le vaccin ROR obligatoire chez les enfants. Avec le variant britannique, par exemple, ça veut dire qu'il faudra sans doute vacciner plus de 85% de la population pour arriver à une immunité collective, c'est-à-dire à vraiment diminuer énormément les risques que quelqu'un de non vacciné ou chez quelqu'un chez qui le vaccin marche plus ou marche pas, et vraiment très peu de risques d'attraper la maladie. Voilà. Bref, c'est pas pour septembre. Isabelle, tu voulais prendre la parole? Alors, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, je voulais quand même poser la question. Combien de temps avant de refaire une injection de vaccin? Donc, quelle durée dans le temps le vaccin peut nous permettre, en tout cas, de garder des anticorps? Et est-ce qu'il serait prévu à ce moment-là de refaire des vaccins à partir de 2022? C'est une très bonne question. Alors, vous avez raison, parce qu'il n'y a pas que les anticorps. Il y a ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Hein. Et donc, vous savez qu'il y a des vaccins où quasiment l'immunité, elle est acquise pour la vie, ou alors il faut faire un rappel 15 ans, 20 ans après. Là, on est en face, les connaissances qui ont été prises en compte pour la protection liée au coronavirus, c'est un peu ce qu'on sait des coronavirus qui donnent le rhume, il y en a 4 en circulation en permanence, et du MERS et du SARS-CoV-2. Donc les gens parlent d'une immunité entre 1 à 3 ans maximum. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, comme on n'aura pas d'éradication du virus avant longtemps, on sera très certainement amené à se revacciner tous les ans, en tout cas, ou peut-être un peu plus avec un peu de chance. Pour l'instant, le recul, on l'a que par rapport aux gens qui ont fait le Covid, ou surtout qui ont fait le Covid. Et vous savez qu'il y a très peu de deuxième Covid, sauf avec le mutant dont j'ai parlé à Manaus, malheureusement. Okay. Et une dernière question, et après je pense qu'on aura fait le tour des questions, vous me direz s'il vous manque des choses. Ah non, Marie-Catherine a demandé la parole, pardon. Vas-y Marie-Catherine. Est-ce à dire que l'épidémie sera récurrente? Parce qu'il y a des variants et que des variants pourront infecter les personnes qui ont déjà eu une forme de la Covid. Ça va dépendre du taux de vaccination. Alors on parle d'endémique en fait, hein, comme la grippe par exemple. Donc oui, c'est un scénario très probable, avec éventuellement, alors le problème c'est qu'il faut vacciner l'ensemble de la planète pour éviter de voir arriver des variants méchants. C'est pour ça qu'il y aura une mobilisation pour qu'il n'y ait pas seulement les pays riches qui commencent à se vacciner, et ça a commencé hein, au niveau international, mais ça va prendre du temps. Donc oui, il y a une probabilité aussi qu'on ait, par exemple des vaccins adaptés aux variants tous les ans.
Il y avait même des scénarios, on disait s'il y a un variant très méchant, il faudra se revacciner avant, même moins d'un an, hein, 6 mois après. Oh, bah, putain. Alors, on a parlé un petit peu donc, de pourquoi se vacciner, comment ça marche, quelle efficacité, etc. Par contre, on n'a pas abordé la question de la production des vaccins. Donc, on avait une question dans la discussion de qu'est-ce qui bloque. Finalement, pourquoi on n'a pas tous les vaccins dont on a besoin? Parce que par exemple, pour les vaccins ARN messagers, c'est une production très spécifique et qu'en France, on ne dispose pas de chaînes capables de préparer ces vaccins. On va disposer de chaînes capables de les recombiner, de reconstituer par rapport on va avoir les différents composants et on va avoir la possibilité sur certaines chaînes de reconstituer les vaccins. Mais pour les produire, c'est des chaînes très spécifiques et actuellement, on ne dispose pas de ces chaînes. C'est comme ça. En France, on travaillait plus sur des vaccins complètement différents et donc les chaînes dont on dispose, ce sont des chaînes qui permettent de développer des vaccins type AstraZeneca ou ce que je vous présentais, Sanofi GSK va développer. Donc là, on a ce qu'il faut en France. On n'a pas ce qu'il faut au niveau des chaînes pour produire des vaccins ARN messagers, mais par contre, on dispose de la capacité à, une fois qu'on a les différents composants, à les reconstituer et à les produire. C'est ce qui va être fait, je ne sais plus, ça ne devrait pas tarder. Une des usines françaises de Sanofi va recombiner les vaccins. Et voilà, c'est très complexe. C'est aussi des nouvelles façons de produire des vaccins et tous les pays ne sont pas équipés pour, malheureusement. Dans le futur, j'espère. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Moi, je ne suis pas spécialiste de la production des vaccins, mais vous êtes face à une chaîne de production, ça va des composants qui rentrent dans le vaccin qui sont fournis par des tiers spécialisés. Ensuite, vous avez des réacteurs chimiques, des grosses bonbonnes pour faire le vaccin, etc. Et puis, en bout de chaîne, ce que les industriels appellent fill and finish, c'est-à-dire il faut embouteiller, etc. Et donc, c'est des chaînes de production avec, en fin de compte, plusieurs intervenants, plus ou moins spécialisés dans la chaîne de production. Donc, enfin, aucun pays ne concentre l'ensemble de la chaîne de production. Donc, c'est un jeu international. Vous pouvez même dire, les flacons, ils vont venir de Chine, ils vont venir d'Angleterre, on ne sait pas, etc. Et après, vous avez les composants nobles, c'est-à-dire là où est produit l'ARN messager, où là est produit le vecteur viral. Ben là, les usines, elles sont récentes et elles ont été mises en capacité par des investissements qui ont été soutenus par l'Europe, par les États-Unis, par les Russes, par les Chinois. Donc, je dirais… En fait, on a l'impression que ça ne va pas vite, mais ça va très très vite en termes de mise en place des capacités de production. Ça ne va pas aussi vite qu'on veut, mais c'est une vraie mobilisation industrielle de temps de guerre, en fait. Non, oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on a des nouveaux médicaments, notamment dans le traitement du cancer et tout ça et tout, il faut bien plus de temps pour bénéficier d'industries qui vont être capables de dupliquer ce qu'on est capable de faire dans un laboratoire. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, le monde entier a développé des capacités industrielles phénoménales qu'on ne supposait pas être capable de faire jusqu'à cette crise. Faut aussi il y a la question du nombre aussi. Il y a la question du nombre, c'est qu'il faut vacciner la population entière. Donc, du coup, c'est quand même pas la même chose que d'autres aspects. Voilà, d'un coup, parce qu'on est en période épidémique, donc, pandémique même. Donc, c'est pas la même chose que d'autres vaccins. Non, puis il y a vraiment tout le problème que ce qu'on disait, le flaconnage, tout ça et tout, ça demande énormément de matériaux. Le conditionnement, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte à l'échelle de la planète ce que ça veut dire le flaconnage, le nombre de flacons qu'il faut par rapport au nombre d'injections. Tout ça, c'est une production importante. C'est vraiment plein d'industries qui sont mises en jeu et c'est la capacité qu'a le monde de se mettre en marche ensemble pour que tout ça puisse aboutir à la fin dans un contenant du vaccin. Alors, nous arrivons à la fin de cette première rencontre. Je ne voudrais pas qu'il reste de questions non posées ou de souhaits. Est-ce que vraiment on a répondu à l'intégralité des questions? N'hésitez pas à vous
il Non, n'y a pas eu de questionnement sur la myélite, c'est ça? l'accessibilité. Madame Barbanson, c'est sur la myélite? Ah oui. Il n'y en a pas. Je pense qu'on y a répondu, mais de manière très, très rapide. Oui, c'est ça. C'est Ouais. parce que j'ai lu sur Internet que l'AstraZeneca n'était pas tellement conseillé et que ça déclenchait même des myélites, le vaccin. Ils ont arrêté, ils ont eu un cas de myélite pendant l'essai clinique de mémoire, mais ils ont repris parce que ce n'était pas lié au vaccin. Bon. Voilà. Après, c'est le problème du rapprochement des maladies qui peuvent apparaître. Enfin, c'est assez compliqué aussi. Néanmoins, il faut vraiment, de la même façon, sur la production, il faut un contrôle qualité. Il ne faut pas déroger au contrôle qualité. Donc, vous savez, une des grosses parties de l'industrialisation des vaccins, c'est le contrôle qualité, sur l'ensemble de la chaîne de production. Et bien, une fois que le vaccin a été mis dans le bras des gens, il faut de la pharmacovigilance. Il faut de la pharmacovigilance de très bonne qualité. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des petites paralysies, par exemple faciales, qui passent très vite. Hein, ça a été observé avec pas mal de vaccins. Donc, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est vraiment très important, même si ces événements sont rares. Ils existent. Merci. Claire, un cote? Oui, moi j'avais une question concernant notre possibilité sur les territoires de relayer les revendications. J'allais y venir. Ok, très bien. J'allais y venir en conclusion, tout à Voilà, fait. parce que Je l'ai vu dans votre… ouais. C'est un sujet que nous avons soulevé en groupe santé lundi, voilà, avec les élus. Et donc, Vous êtes de quel territoire? l'Isère. L'Isère, très bien. Ah oui, d'accord, très bien. Mais je voulais d'abord qu'on réponde sur le contenu, en fait, et puis je vais vous répondre sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une question? Moi, je n'ai pas enregistré, docteur. L'asthme représente un risque important, et quel que soit l'âge ou pas? Enfin. Par rapport aux effets secondaires? Non, mais est-ce que c'est un risque de comorbidité? L'asthme sévère est un risque de comorbidité. L'asthme sévère. Hein. Fais attention. Il ne faut pas confondre. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, donc oui, sur la transmission des revendications, c'est bien tout l'objet de ces rencontres aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger sur vos questionnements, pour que vous puissiez ensuite porter ces revendications ou accompagner nos adhérents qui vous interpelleraient sur différentes questions d'actualité. On a commencé par la vaccination contre la Covid-19 qui nous semblait la pleine actualité. Mais c'est vraiment l'idée de notre cycle qui va donc se répéter une fois par mois sur différents sujets pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble, à la fois que vous puissiez nous faire remonter les difficultés que vous rencontrez sur les territoires, pour que nous, on puisse actualiser et avancer sur nos revendications politiques au niveau national, et à l'inverse, que vous puissiez entendre quelles sont les revendications politiques nationales co-construites avec vous, et notamment dans le réseau thématique santé, c'est ce que l'on fait, puisque ce sont des représentants en région qui sont présents avec des administrateurs et on travaille aussi ces questions-là. Et donc, du coup, l'idée vraiment, c'est que vous puissiez le faire. Donc, sachez que ce que l'on vient de vous présenter, notamment sur la priorisation, sur l'adaptation au handicap, c'est régulièrement, il y a des informations qui sont mises sur l'intranet et vous avez un onglet santé dans les actualités politiques. Donc là, vous retrouverez ce que l'on vous a dit, mais on pourra vous remettre le lien si vous le souhaitez dans un petit mail. On va vous renvoyer évidemment le PowerPoint si vous souhaitez pouvoir le réutiliser. Donc oui, c'est même l'objet même de notre aujourd'hui, c'est de vous donner nous toute l'information dont on dispose. Donc sur ce sujet-là de la vaccination, vous voyez que c'est une information qui est extrêmement mouvante et qui bouge très, très régulièrement. Mais oui, on compte sur vous pour être ambassadeur sur vos territoires, tant envers nos collègues que les adhérents, que les élus, et notamment dans toutes vos représentations en santé, notamment tout ce qu'on vous a présenté sur la politique de l'allée vert, vérifier que ça se met bien en place sur les territoires, parce que là, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, pouvoir répondre aux inquiétudes, et n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions complémentaires, ou surtout si vous avez des témoignages, ou des choses à nous faire remonter de dysfonctionnement. On a déjà eu les retours sur l'inaccessibilité des centres de dépistage, les difficultés de prise de rendez-vous, sur le fait qu'on est un peu
entre ce que nous dit le médecin traitant et ce qu'on entend par ailleurs et comment on peut faire. Enfin voilà. Donc tous ces aspects-là, n'hésitez pas parce que nous, plus on a de remontées, plus on peut les remonter ensuite et pouvoir essayer d'adapter au maximum les politiques qui arrivent ensuite sur les territoires. Voilà. Un autre point qu'on n'a pas abordé. Oui, vas-y Agnès. C'est aussi, on a vraiment besoin de retour aussi sur, évidemment, ce qui ne fonctionne pas, mais aussi les choses qui fonctionnent, parce que c'est intéressant pour pouvoir aussi être le porteur de ces messages, de choses qui fonctionnent pour les autres. Et puis, il y a aussi des choses à venir, parce que Jean-Pierre et moi, on participe toutes les semaines à des réunions avec le cabinet Véran sur la vaccination et la task force de vaccination. Et on a apporté aussi tout ce qui est les revendications par rapport à l'information. Et normalement, il va y avoir toutes des séries d'informations à travers des vidéos, à travers des spots publicitaires, télévisuels et radiophoniques qui vont être mis en place très, très rapidement sur la vaccination. Le but, les lieux et les équipes mobiles. Enfin, il y a tout un travail qui est en train de se faire et nous avons donc insisté aussi pour que tous ces documents et toutes ces vidéos et publicités soient faites en tenant compte de tous les types de handicaps parce que jusqu'à présent, les publications gouvernementales étaient vraiment très, très aléatoires concernant les personnes qui sont en difficulté de compréhension et qui ont besoin, que ce soit en FALC, que ce soit besoin en langue des signes ou que ce soit pour les personnes qui sont malentendantes, d'avoir des documents très, très construits pour eux. Donc, normalement, nous avons été entendus. On attend de les voir, mais ça devrait arriver dans la quinzaine. Bientôt, vous allez voir tous ces spots. Eh ben, merci beaucoup Agnès pour ton engagement et pour toutes ces informations. Merci beaucoup à Jean-Pierre d'avoir été là. C'est important d'avoir votre éclairage. C'est moi qui vous remercie en fait. Voilà, très attentivement ces questions. Vous avez une vision internationale qui est extrêmement intéressante et enrichissante pour nous. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous avez dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction. Ce serait super si vous pouviez le remplir pour nous dire ce que vous en avez pensé, comment on va pouvoir adapter ce cycle-là, parce que c'est vraiment le tout premier. Là, on a essuyé les plâtres ensemble. Notre prochaine rencontre santé d'APF France Handicap se tiendra le mardi 16 mars. Donc, vous avez vu, c'est toujours des mardis, c'est toujours de 16h30 à 18h après, et on va en faire une par mois. Elles sont prévues jusqu'au mois de mai. Le prochain, ce sera le mandat en conférence régionale de santé et de l'autonomie, CRSA, et en conseil territorial de santé, parce que les CRSA vont être renouvelés en septembre prochain et on trouve que c'est important, dès aujourd'hui, de commencer à réfléchir à tout ça. Et puis, nous avons ensuite prévu quelque chose sur les restes à charge en santé liés au handicap et enfin sur la santé bucco-dentaire, parce que là également, nous aurons une actualité. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'intranet sur l'onglet santé, dans tout ce qui est actualité politique. N'hésitez pas à aller sur les actualités également. Nous avons une page Covid sur notre site internet et nous avons également une page actualité plus générale. Vous retrouverez toutes ces informations-là. Le webinaire d'aujourd'hui pourra être vu en replay. Donc, n'hésitez pas à faire connaître ce replay auprès de vous. Vous pourrez le réutiliser du coup, en effet, également pour faire connaître les choses. N'hésitez pas à solliciter votre élu régional qui siège au réseau thématique santé pour qu'il puisse également nous interpeller. On reste à votre disposition et vraiment, on vous remercie pour votre participation et d'avoir accepté de participer avec nous à cette première santé. On s'en souhaite plein de nouvelles enrichissantes et intéressantes. Et merci à Sophie qui a assuré l'intendance pour tout. Oh oui, merci à Sophie, oui. De rien, de rien. Les liens, les PowerPoint, l'enregistrement, enfin sans elle. Le support, on va se connecter. Aude. Oui, Marion. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a besoin de se réinscrire ou est-ce qu'on est inscrit d'office? Non, il faut se réinscrire à chaque rencontre. Ce ne sera pas forcément les mêmes personnes. Donc, réinscrivez-vous à chaque fois, puisqu'on ne peut pas savoir si celles qui sont déjà inscrites étaient intéressées pour la suivante. D'accord. Il faut se réinscrire. Je ne me rappelle plus comment je m'étais inscrite. On aura un lien pour s'inscrire. Bien sûr, vous aurez un lien. D'information, vous aurez un lien. Tout sera pareil. D'accord, vous nous envoyez un lien. Donc, on attend le lien.
Non, non, il y aura un article sur l'intranet comme d'habitude et là vous aurez toutes les informations. Là où vous avez trouvé l'information la première fois, bah, vous le retrouvez à chaque fois. Voilà, on va le faire au fur et à mesure. On a déjà prévu des thèmes, mais s'il y a d'autres sujets d'actualité qui viennent, Oui, parce que on modifiera. L'idée, c'est vraiment d'être sur des sujets d'actualité. Donc là, on les a projetés, mais tout peut changer, hein. Il y a un an, on ne se serait pas posé la question de la vaccination contre la Covid-19. Donc voilà, donc du coup, on va changer et l'idée, c'est vraiment qu'on soit sur des actualités qui peuvent vous servir dans vos mandats de représentation ou dans vos accompagnements avec les adhérents. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous ne voulez pas répondre par le questionnaire, n'hésitez pas à envoyer un petit mail au mail, envoyer le lien. Enfin voilà, et nous, plus on a de retours, plus on a d'informations, plus on peut adapter à la fois ce que l'on raconte et plus vous pouvez vous aussi adapter ce que vous racontez sur les territoires. Et puis nous, plus on a aussi à construire la politique de santé et les revendications si vous nous faites remonter ce qui se passe sur le territoire, parce qu'on n'est pas partout. On voudrait bien, mais on ne peut pas. Merci pour tous vos merci que je vois dans le chat. Merci Jean-Pierre. Merci pour vos encouragements. Et puis, à très bientôt, alors au mois de mars. Donc, on vous retrouvera. Je vois Marie-Catherine qui applaudit. On peut s'applaudir. Bonne soirée. Et merci Jean-Pierre de nous avoir rejoints. Désolé pour le retard, encore une fois. Ah non, mais on comprend bien. On était ravis que vous soyez parmi nous. Mais merci.